l'était. Et j'ai appartenu à la mission sur le voile à l'école, et toutes les auditions que nous avions pu faire à l'époque, et j'ai pas souvenir qu'on vous ait entendu à ce moment-là lors de ces auditions, il nous avait été dit et répété que le voile n'était pas non plus une prescription religieuse. Donc j'aimerais avoir une précision, parce que c'est la première fois que je l'entends dire, et ça me paraît quand même important. La deuxième question, c'est, dans tout votre exposé, ce qui m'a frappé, c'est cette idée que finalement la femme est libre. À vous entendre, elle se rue dans un souci de purification, spontanément, de manière volontaire, et on n'a pas forcément le sentiment que ce soit aussi volontaire que ça, et que parfois c'est un volontarisme qui rappelle plutôt l'enthousiasme des sectes. Et donc, est-ce que vous ignorez toutes les pressions éventuelles qui peuvent exister, surtout lorsque ça concerne des mineurs? Et la troisième question, s'il ne faut pas de loi, que faut-il faire? En clair, rien, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si ce n'est pas rien, quoi précisément pour faire évoluer les mentalités, éviter la prolifération et le prosélytisme? Oui, ça va compléter la question de mon collègue Lucas. Vous avez effectivement parlé des femmes uniquement consentantes. Mais on sait bien, dans ce pays, que la plupart ne sont pas consentantes. Que souvent par amour, ou simplement parce qu'elles vivent avec un homme qui les oblige à petit se couvrir. Moi, je le vis très souvent dans les quartiers, à se couvrir les bras, puis à mettre un voile, puis à arriver au niqab ou à la burqa. Donc vous le savez très bien, et vous savez qu'elles n'ont pas le choix, et que souvent l'échappatoire est impossible. Alors moi, je voudrais vous parler des droits des femmes. J'ai lu beaucoup de choses que vous avez écrites là-dessus, et vous vous dites féministe islamique ou islamiste. Et votre discours consiste à dire que ce n'est pas la parole de Mahomet qui fait l'inégalité entre les hommes et les femmes, mais en fait c'est la tradition. On l'a un peu vu au travers peut-être des 7 ou 8 tendances dans l'islam. Et que par conséquent, il faut relire le Coran et revenir au temps du prophète. Et la question que je voulais vous poser, c'est ne serait-il pas plus simple peut-être de revenir dans notre temps, c'est-à-dire 13 siècles en avant, et d'expliquer que l'Occident réalise cela. Cela vous permettrait aussi de faire évoluer une morale qui a été faite au 7e siècle et qui, quoi que vous en disiez, est archaïque aujourd'hui. Et votre position serait peut-être ainsi plus claire par rapport au port du niqab et de la burqa. Et puis, sur la laïcité quand même, je voulais soulever des discours que vous avez tenus. La question que je me suis posée, c'est comment pouvez-vous vous dire laïque alors que vous affirmiez, par exemple, au Forum des jeunes musulmans à Budapest, c'est en octobre 2000, que les droits de l'homme n'ont aucun rapport avec l'islam, qu'ils sont une création occidentale qui ne peut être acceptée. Et vous avez dit également, en tant que musulman, ma différence doit être non seulement respectée, mais elle doit déranger l'autre, et c'est un message fondamental de l'islam. Monsieur Tariq Ramadan, on va faire une première série de réponses. J'ai 6 inscrits après. Je vous en prie. On essaye de... Je vais essayer d'être synthétique quant à mes réponses. Vous m'avez posé 3 questions et dont la première est sur le double discours et dont ensuite il y a eu une réflexion qui allait dans ce sens-là. Écoutez, j'ai dit et répété que ce double discours n'existait pas. On m'a d'abord dit que j'avais un discours en arabe différent dans les banlieues. En arabe, dans les banlieues, on n'est pas entendu. La deuxième des choses, c'est que j'ai dit et répété
aux personnes de prouver ce double discours. Les preuves patentes n'ont jamais été prouvées. Et quand j'ai eu affaire avec des personnes qui ont essayé de le prouver texte à l'appui, j'ai pu montrer que des phrases étaient coupées. Et la meilleure des réponses, vous l'avez par la municipalité de Rotterdam, qui a fait une enquête à un moment donné, parce qu'on lui disait Tariq Ramadan a un double discours. Réponse avec conférence de presse de la municipalité de Rotterdam en avril 2009, c'est que Tariq Ramadan n'a pas de double discours et que ce qu'on a rapporté, ce sont des citations qui sont sorties du contexte, où elles sont tronquées, où elles sont exactement l'opposé de ce qu'il dit. Donc la réponse, elle est après enquête. Ma position par rapport à ça, c'est franchement, j'interviens, je crois qu'il y a 180 conférences qui sont sur Internet. J'ai un site Internet qui est lu par tout le monde. J'interviens à la télévision dans pratiquement tous les pays du monde. Mais quel intérêt j'aurais à vous tenir à vous un discours et à la communauté musulmane un discours, et ceux-ci me suivraient en entendant deux discours différents? Alors de deux choses l'une, où je suis tout à fait tordu, où tous les musulmans qui m'entendent et me suivent sont tordus comme moi. C'est-à-dire qu'ils accepteraient que j'intervienne devant vous pour vous dire une chose, et qu'ils m'entendent, eux, dans les banlieues, ou, pas forcément dans les banlieues, dans les communautés musulmanes, dire une autre chose. Ça ne tient même pas à la logique de la réflexion élémentaire. Donc ça ne tient pas. Donc j'ai absolument ni aucun intérêt. Et puis finalement, si j'étais vraiment un fondamentaliste, mais pourquoi je viendrais vous dire que je suis un ouvert? Quel est le but? Je suis un fondamentaliste et alors, voilà, bonjour chez les fondamentalistes. Mais pourquoi je serais en train d'essayer de jouer là-dessus? Ça ne tient pas. Deuxième des choses, sur mon rôle, et là j'aimerais mettre en évidence, j'aimerais que vous entendiez très fort que depuis maintenant 25 ans sur ce terrain-là, je me suis engagé à un véritable travail d'émancipation des femmes quant à l'interprétation d'un certain nombre de textes. Et ça, si vous allez sur le terrain, alors évidemment, on va vous dire, oui, mais attention, il pousse au fait de porter le foulard. Je répète, pour ce qui me concerne, une chose qui est claire, et là, ça me permet aussi de répondre à votre question, à savoir que si vous allez voir dans toutes les traditions musulmanes, toutes confondues, c'est-à-dire chiites et sunnites, avant les colonisations, vous n'entendrez et vous ne verrez aucun savant qui remet en cause le fait que c'est une prescription islamique. Vous avez aujourd'hui, je veux dire, montrez-moi un savant de référence qui le dise avant. Après coup, vous avez effectivement des personnes où il y a une interprétation maintenant, des personnes qui disent oui, non, mais c'est pas une prescription absolue. D'autres disent, et c'est mon cas, que la prescription de la prière n'est pas au même niveau que la prescription du foulard, mais il y a prescription. Mais ma position là-dessus, et c'est celle qui aujourd'hui est la plus importante pour moi, c'est de dire qu'il est interdit en islam et contre l'islam d'imposer à une femme de porter le foulard. Et quand vous avez relevé que j'avais oublié les possibles pressions qu'il peut y avoir, de ce point de vue-là, vous avez raison. Au père comme aux frères, à la mère comme à la communauté, à la société comme c'est en Arabie Saoudite et en Iran, toute imposition du fait de porter le foulard trouvera ma voie pour s'y opposer. Et ça, pour moi, c'est une démarche déterminante. Maintenant, c'est-à-dire l'imposition. Maintenant que ce soit un choix libre, en ayant compris que c'était une prescription, en considérant que c'était une prescription, c'est une chose. Sur la question de ce que l'on peut faire et de ce que je peux faire dans ce travail-là, c'est effectivement un vrai travail pédagogique. Je passe des heures et des mois à écrire, à faire des conférences. Alors évidemment, j'entends aujourd'hui que ma voix est de moins en moins entendue. Vous devriez venir, cher monsieur, à quelques conférences publiques ici en France et vous verriez si la voix est de moins en moins entendue. Pour ceci, il faut simplement demander aux renseignements généraux, ils vous renseigneront là-dessus. Mais sur cette question, c'est effectivement de faire un vrai travail pédagogique, d'interpeller texte à l'appui. Et c'est ce que je dis toujours, vous savez, quand des personnes pensent que vous avez un double discours, parfois ils s'arrêtent en cours de raisonnement. Vous êtes avec une communauté musulmane dont l'indicateur premier, c'est de prendre des textes au sérieux. Alors vous avez deux solutions. Soit vous ne parlez que du contexte, soit vous avez une pédagogie. Et ma pédagogie, elle est celle-ci. Je cite des textes en disant ils existent. Je ne les nie pas, ils sont là. Quelles ont été les interprétations dans le courant de l'histoire musulmane? Voilà différentes interprétations. Et quelle est notre interprétation pour aujourd'hui à la lumière de notre contexte? Alors parfois, on arrête le raisonnement quand je cite des textes en disant « Regardez, il a cité les textes ». Oui, mais je n'ai pas terminé le raisonnement. Le raisonnement, il est à 3 niveaux.